Dimanche 15 mai 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, information triste pour commencer, de mauvaises nouvelles pour le monde politique malagasy qui a perdu une grande personnalité. Daniel Ramarmis est décédé aujourd'hui 15 mai 2022. Il avait occupé le poste du ministre du Transport et de la Météorologie au temps de la Deuxième République. Il a amené le Téléthon à Madagascar en 1992 lors du SOS Sud pour collecter des aides aux Malagasy victimes de Kéré. Toujours dans le monde politique, il était le leader du parti Vaokavunasaivan ou VVSV. Toute l'équipe de Viva adresse ses condoléances à la famille de cet illustre disparu. Et dans la page fait divers de ce jour, deux bandits ont succombé aux balles de la gendarmerie ce matin à Maïns. Ces derniers auraient perpétré des attaques à main armée à Manzaran, Maïns. Ces deux malfaiteurs sont tombés nez à nez avec les gendarmes sur la route nationale 4. Ils ont sorti leurs fusils et ont voulu tirer sur les gendarmes. Ces derniers ont dû alors employer les grands moyens pour les neutraliser. Mervulas Feren nous en dit plus. Ce sont des appels venant des personnes de bonne volonté qui ont alerté les gendarmes de la brigade de Maïns sur une attaque à main armée à Manzaran, Maïns, district d'Ambujachim. Un pistolet artisanal, des baramines et des couteaux, ce sont les armes qu'ont utilisées les bandits. Ils se sont introduits dans des maisons et ont menacé une mère de famille d'une arme. Ils ont fouillé la maison et n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont alors emporté 3 téléphones avant de prendre la fuite après avoir entendu la mère de famille appeler au secours. Selon la victime, elle venait de vendre plusieurs volailles dans la journée de samedi. En allant vers le lieu de l'attaque, les gendarmes menés par le commandant de la brigade se sont retrouvés nez à nez avec 2 hommes sur la route nationale 4. Après avoir entendu les avertissements des gendarmes, les 2 hommes ont sorti leurs armes et ont jeté des baramines sur les forces de l'ordre. Les gendarmes ont dû utiliser leurs armes pour les neutraliser, entraînant leur décès. Les 3 téléphones volés ont été remis à la victime. Les corps des 2 hommes ont été emportés à l'hôpital Agiera jusqu'à ce que leurs proches les récupèrent. On ne connaît pas encore l'identité de ces malfaiteurs selon les informations venant de la gendarmerie de Maïns. Alors à présent, au niveau de l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse ou ITG sera présenté devant le Parlement pour cette session ordinaire. La loi protège les médecins dans l'exercice de leur activité en modifiant certains articles dans le code pénal tout en donnant le choix aux femmes victimes de violences. Il s'agit aussi de sauver les personnes qui ont des difficultés médicales selon la députée qui a présenté cette loi sur l'ITG. Reportage de Sylvain et Seja Anjenap. Selon l'article du Code pénal malagasy, un médecin qui interrompt une grossesse par volonté ou non de la mère est sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10 000 ans d'arrière. Le projet de loi sur l'ITG ou interruption thérapeutique de la grossesse veut modifier cet article. Ce projet de loi peut sauver des vies selon les explications de la députée Mas Goulamali qui a avancé cette loi. De plus, seul un médecin a le droit d'interrompre la grossesse pour des raisons médicales, entre autres. L'enfant peut aussi avoir divers handicaps qui pourraient entraîner sa mort, ce qui laisse au médecin le choix de pratiquer l'ITG selon cette loi. L'ITG est aussi une loi qui aide la société, notamment pour les jeunes filles ou les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ou encore d'inceste. Ces faits qui engendrent des séquelles psychologiques aux victimes et qu'on voit souvent à Madagascar selon les explications. Pour cette session ordinaire, l'ITG sera présenté devant les députés après l'examen du travail de commission. Et dans les actualités de ce jour également, la simulation en vue du changement de trajet au niveau d'Analankil et d'Amuzatouf a été reportée à une date non définie. La raison serait, d'après nos sources, la négociation de la commune urbaine d'Antananarivo avec les Fukuntan concernés par le stationnement des taxis B, rappelant qu'un rond-point sera construit au niveau d'Ando-Analankil pour une nouvelle coordination de la circulation. Un reportage de Sylvain sur les images de Seja Anjenap.
Selon le projet de la commune urbaine d'Antananarivo, le nouveau rond-point sera mis en place en face du statut pour la commémoration de la journée mondiale du sida à Ndouananalankeli. Ainsi, la circulation change avec cela jusqu'à Mbuzatuvu, car toutes les voitures devront rejoindre le rond-point, notamment les transports publics venant d'Antsabe en direction d'Anous, qui ne pourront plus stationner à l'endroit habituel. Ces dernières passeront ainsi derrière les pavillons des vendeurs de livres et les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les voitures particulières ne sont pas concernées par ce changement, néanmoins, elles devront descendre vers le RMA. Pour aller vers Anous, elles devront passer par le nouveau rond-point car elles ne pourront plus couper directement vers le tunnel d'Amboida. Pour celles venant d'Mbuzatuvu ou Antsabe ou celles venant d'Ambudj en direction d'Antananarivo, elles devront passer par le rond-point car l'intersection au niveau de la statue du 29 mars sera supprimée. Pour les voitures venant d'Anous en direction d'Analankeli, elles devront passer devant la statue du 29 mars à Mbuzatuvu avant de descendre vers Analankeli. Il a été annoncé que la simulation pour ce nouveau trajet se fera aujourd'hui, mais la CUA est encore en négociation avec les parkings et les Fukuntan concernés selon les informations. Quoi qu'il en soit, ce nouveau trajet sera effectif à partir du 22 mai prochain. Dans un tout autre sujet, à présent, parmi les attributions du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat figure la modernisation de Madagascar en réalisation du Vilran 11 du président de la République. Des projets comme le pôle urbain qui vise à améliorer les grandes villes ou encore Miami, Miraïne, Armfakati dont l'objectif est d'embellir les francs de mer de Madagascar s'inscrivent dans ce cadre. Reportage sur les images de Nzahara Jiansu. Outre celui de Tuamasn, dont les travaux sont en cours de finalisation, parmi les plages qui bénéficieront du projet Miami, Umraïn Arumfankati figure celle de Farafangan, dont les travaux ont déjà commencé. Ces francs de mer de Madagascar n'ont jamais connu d'embellissement depuis la période de la colonisation pour la plupart. C'est la raison pour laquelle ce projet Miami a été mis en œuvre. De plus, ce projet apportera des activités à la population. Selon la directrice en charge du développement des nouvelles villes, les francs de mer profiteront au tourisme pour Madagascar. Le projet sera constitué des kiosques de vente de divers produits ainsi que des lieux de divertissement, entre autres. Et parmi les attributions du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, la modernisation des grandes villes de Madagascar à travers le projet pôle urbain. Les villes seront améliorées et des infrastructures seront construites, notamment celles qui manquent à la ville. Tous les chefs-lieux de province bénéficieront de ce projet de pôle urbain, mais aussi les 23 régions de Madagascar. Et la réalisation de ces projets au sein du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat doit encore passer diverses étapes, a expliqué le directeur général des nouvelles villes et de l'habitat en réponse aux diverses polémiques sur les travaux au sein du SENVH. Une raison pour laquelle les travaux ne commencent pas encore. De plus, le ministère a un problème avec le foncier pour diverses raisons, ce qui retarde certaines procédures selon toujours les explications. Néanmoins, certains travaux sont déjà en cours actuellement. Et dans la page culturelle de ce jour, les jeunes qui œuvrent dans le cinéma malagasy apportent un nouveau souffle à ce domaine, selon les analyses des experts, des analystes cinématographiques et les fans hier à Ndutapenak. Leur leitmotiv est de donner de la qualité, d'instaurer le cinéma en tant qu'art et de ne pas sous-estimer l'écriture cinématographique. Cela signifie que le cinéma malagasy peut encore évoluer. Sai Sylvain, Sej Andjianap nous en disent plus. Un grand changement dans le domaine cinématographique. Si auparavant c'était les CD, c'est une grande première depuis quelques années qu'un film sort dans une salle de cinéma, comme le font les professionnels au niveau international. Si certains cinéastes sortent leur film au bout d'un mois, d'autres jeunes mettent des années, soit 8 ans, dans la réalisation d'un film. Les jeunes sortent des scénarios habituels et mettent en valeur la culture malagasy dans un film. Développer le cinéma malagasy est le but. Cela exige de l'effort et n'est pas facile, notamment pour satisfaire les cinéphiles selon les explications d'un réalisateur. La distribution d'un film reste encore un problème, selon toujours ses dires, car les salles de cinéma manquent à Madagascar. Les jeunes investissent dans la réalisation de films actuellement. Ce secteur n'est pas encore rentable, néanmoins, c'est la passion qui anime ces jeunes, selon leurs témoignages.
Dans les actualités internationales de ce soir, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier au Tchad pour protester contre la présence française sur le territoire et dénoncer le soutien de Paris à l'actuel président de transition Mahamat Idriss Déby Itno au pouvoir depuis la mort de son père en février 2021. France 24. Oui, bonjour, la manifestation a été dispersée. Cela s'est fait un peu à coups de gaz lacrymogène et la police a dû intervenir pour calmer les manifestants. Comme vous l'avez introduit, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce matin pour contester la présence française au Tchad et dénoncer le soutien de la France à la junte militaire en place. Alors, malheureusement, on a pu constater que plusieurs stations Total appartenant à la société Total ont été saccagées. Et plusieurs drapeaux français ont été brûlés. On a constaté aussi dans les cortèges la présence massive de drapeaux russes. Mamadou, comment expliquer cette montée en puissance de ce sentiment anti-français au Tchad? Alors, cela s'explique principalement par le sentiment qu'ont la plupart des Tchadiens du soutien indéfectible de la France à la junte militaire en place. La France a soutenu pendant 32 ans le maréchal Idriss Déby et ils ont l'impression que ce soutien se perpétue avec son fils qui est actuellement à la tête de la transition, le général Mahamat Idriss. Donc beaucoup pensent que la France est la source de malheur des Tchadiens depuis l'indépendance à ce jour et que cela continue à se perpétrer et ils dénoncent cela. C'est la raison principale qui explique d'abord la marche et ensuite ces sentiments anti-français grandissants. Au moins 10 personnes, dont une majorité d'Afro-Américains, ont été tuées hier lors d'une fusillade dans un magasin d'alimentation de Buffalo dans l'État de New York par un homme blanc armé d'un fusil d'assaut. L'assaillant a été arrêté sur place et incarcéré. Le FBI enquête sur un crime motivé par la haine et une affaire d'extrémisme violent à motivation raciale. Toujours un reportage de France 24. Bien écoutez, bien au-delà du drame atroce qui frappe la ville de Buffalo, l'État de New York et plus largement l'Amérique, je dirais que ce nouveau fait divers du genre est la parfaite synthèse de deux des principaux maux qui rongent la société américaine. La haine intercommunautaire, déjà, et cette folle prolifération des armes à feu. Vous l'avez dit, nous ne sommes que quelques heures après les faits et les informations communiquées à la presse américaine par les autorités de l'État que l'on vient d'entendre sont encore partielles, mais c'est encore de l'assassin présumé que vient le plus grand nombre d'informations. Ce garçon blanc de 18 ans, vous l'avez dit, Peyton Gendron connaît son nom, semble avoir justifié son geste par des motivations ouvertement racistes, selon les enquêteurs, qui évoquent même une revendication postée peu avant les faits. Un crime de haine, donc, et de masse perpétré dans ce quartier à forte majorité noire de Buffalo, un quartier dont l'assassin présumé n'est pas originaire. Les témoins qui ont survécu à l'attaque du supermarché décrivent un tireur froid et méthodique, avec des gestes d'une précision quasi militaire, mais sans qu'il soit possible qu'il ait reçu une quelconque formation dans les forces armées américaines, puisqu'évidemment trop jeune. Trop jeune également pour acheter de l'alcool aux États-Unis ou des cigarettes, mais pas trop jeune pour être le propriétaire légal d'un fusil d'assaut et de munitions de guerre en grande quantité. L'épilogue de cette journée sordide à Buffalo est connu. Le jeune homme s'est rendu à la police après avoir vidé son dernier chargeur en laissant derrière lui 10 corps sans vie et 3 blessés à l'avenir incertain. Alors, bien entendu, quand on écoute les témoins du massacre de Buffalo qui ont échappé aux tireurs, c'est d'abord leur sidération qui domine, mais la sidération de citoyens ordinaires confrontés sans préavis à l'ultra-violence et à la mort. Mais la perception qu'en aura le reste de la société américaine, ceux qui sont derrière leur télévision et qui n'ont pas perdu de proches, sera beaucoup plus proche justement d'une forme de résignation que d'un quelconque étonnement. C'est simple, l'Amérique est tout simplement le pays du monde qui est confronté au plus grand nombre de crimes de masse. Le premier pays est très loin devant tous les autres. Et le phénomène n'est pas prêt de disparaître puisqu'au cours de la décennie écoulée, le nombre d'épisodes de ce genre a été multiplié par 3, ni plus ni moins. Une autre caractéristique relativement nouvelle indique que les motivations politiques ou tout simplement racistes des auteurs sont plus fréquentes, elles aussi. Quant aux causes de ces épisodes, elles sont
également connu dans les grandes lignes, tant ces épisodes sont fréquents et donc désormais l'objet d'études. L'incapacité du gouvernement américain à endiguer la prolifération des armes, évidemment, des disparités ubuesques de législation d'un État à l'autre sur le droit de posséder une arme, et puis bien sûr des explications sociétales ou psychiques. Mais l'Amérique tout entière se souvient des larmes de Barack Obama, souvenez-vous en 2016 quand il évoquait ses enfants de classe de CP, eux aussi fauchés dans des tueries de masse. Son vice-président de l'époque s'appelait Joe Biden. Et depuis les tueries d'Aurora, de Lafayette, de Columbine, tous ces noms que l'on connaît et qui résonnent, ces drames ont inspiré des films, des discours politiques, des débats au Congrès, mais jamais de loi pour empêcher un garçon de 18 ans de posséder un fusil d'assaut, remarquablement usiné pour tuer un maximum de monde en un minimum de temps. Et la Finlande a annoncé officiellement aujourd'hui son intention de rejoindre l'Alliance Atlantique, tandis que son voisin suédois s'apprête à prendre la même décision. Avec la guerre en Ukraine, le soutien à une intégration à l'OTAN a grandi au sein des populations des deux pays, devenant très vite majoritaires. France 24 nous en dit plus. Il aura fallu à peine 3 mois pour tourner une page d'histoire de près d'un siècle. La Finlande et la Suède, deux pays adeptes du non-alignement militaire. Depuis la chute de l'URSS, ils avaient rompu avec la stricte neutralité en devenant de simples partenaires de l'OTAN sans jamais y adhérer. Une position qui s'expliquait par l'histoire commune des deux pays avec l'ex-Union soviétique. Mais l'invasion russe en Ukraine a changé la donne. En quelques semaines, la part de Finlandais favorable à l'intégration à l'OTAN a triplé. Nous sommes dans une situation en Europe où la Russie agit de manière très agressive envers ses voisins. Maintenant, nous devons nous assurer que ce qui se passe actuellement en Ukraine ne se reproduira plus jamais en Finlande. Le pays partage 1300 km de frontières communes avec la Russie. C'est aussi avec la Finlande que Moscou a le plus échangé régulièrement au cours des dernières années. Et pourtant, les images de l'invasion russe en Ukraine ont provoqué un électrochoc. Près d'Helsinki, ces réservistes de l'armée finlandaise s'entraînent au cas où leur pays devrait se défendre contre la Russie. C'est la première guerre en Europe depuis les années 90. Moi-même, j'ai servi au Kosovo après cette guerre et je sens qu'il y a une atmosphère similaire maintenant. C'est donc important d'être prêt pour le prochain round, au cas où il y en ait un. Moscou voit d'un mauvais œil ce retournement de situation. La Russie assurant qu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande. Avec les 3 pays baltes déjà membres, l'OTAN se rapprocherait encore plus de la Russie si la Finlande devait intégrer l'Alliance, tout ce que voulait éviter Vladimir Poutine avec l'Ukraine. Chez le voisin suédois, le choix est plus cornélien. Un peu plus de 50% des citoyens veulent une adhésion à l'OTAN, mais le processus d'adhésion est loin d'être enclenché. Une partie de la classe politique s'insurge, alors que la majorité au pouvoir est-elle favorable à une candidature. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.